Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci d'être là pour ce panel sur le racisme ordinaire dans le milieu de la diffusion. Conversation et outils pour un espace collectif conscient et bienveillant. Je m'appelle Joëlle Robillard, je suis la directrice générale et artistique de Musique Nomade. Musique Nomade, c'est un organisme à but non lucratif et un producteur, label, agence de spectacle pour les artistes autochtones exclusivement en musique. Donc, notre mission est de travailler à la valorisation des voix autochtones par la musique, par des ateliers de création studio en communauté et par notre roster d'artistes qu'on représente, entre autres Soleil qui était en vitrine hier à Rideau, l'ouverture de Rideau. Donc, vous pouvez nous voir toute la semaine au FOCOF et à Rideau également. On est partout en même temps. Dans l'ensemble de nos activités, de nos objectifs, on a aussi cette sensibilité-là de rencontres interculturelles et de mettre en valeur les identités culturelles diverses. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on a travaillé à la création de cette conversation avec FOCOF aujourd'hui pour essayer un peu d'outiller les diffuseurs, les artistes, tout le monde dans notre milieu à reconnaître le racisme ordinaire, à le comprendre et à avoir des outils concrets pour essayer justement de transformer un peu notre espace collectif, s'assurer que tout le monde y est accueilli de la même façon, de façon équitable. C'est un peu ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et c'est une conversation qu'on veut vraiment très humble, très ouverte. Il va y avoir une période de questions à la fin. Les panélistes qui ont accepté de participer sont très ouverts et ouvertes aussi à répondre à toutes vos questions. Donc, on commence de ce pas. Je vais les présenter. Je suis très contente qu'ils soient ici. On a à côté de moi, je commence avec toi, Cora, parce que tu t'es aussi portée volontaire pour nous faire une mise en bouche des définitions importantes qu'on doit savoir avant de commencer la conversation. Donc, Cora Pedron, agente de spectacle à Musique Nomade. Bonjour à tous. Donc, c'est ça. Je voulais faire une petite introduction sur les oppressions systémiques. En fait, qu'est-ce que ça définit, qu'est-ce que c'est? Donc, une oppression systémique, ça s'inclut dans le système dans lequel on est, tous, dans notre société. Il y a des minorités, puis il y a des personnes en majorité. Et les oppressions systémiques, c'est tout ce qui est institutionnel et politique aussi, qui fait que la vie des personnes racisées, en général, en tout cas quand on parle de racisme, de racisme systémique. C'est ça, tout ce qui englobe en fait les choses qui peuvent rendre la vie des personnes racisées plus compliquée. Ça peut être des lois, ça peut être le fait de pas réussir à trouver un appartement par exemple parce qu'on s'appelle le bouzidi ou j'en passe et des meilleurs, qui est très différent du coup du racisme ordinaire, donc ce dont on va parler aujourd'hui, qui est plus des petites choses un peu insidieuses du quotidien auxquelles les personnes racisées font face et qui peuvent justement attaquer un peu l'estime qu'on a de soi-même, la façon dont on se sent dans des espaces, particulièrement dans des espaces de travail. Voilà. Et toi, dans ton travail, en fait, tu es agente de spectacle pour Musique Nomade. Qu'est-ce qui t'a interpellé, amené à vouloir participer à ce panel-là? C'est ça. Je pense que dans l'industrie du spectacle, c'est quelque chose qui est important de discuter pour plein de raisons. Je pense que la première, pour moi, qui est importante à notifier, c'est que je pense que dans l'imaginaire des gens, il y a beaucoup de préjugés sur ce que les personnes racisées produisent comme contenu musical. Par exemple, les personnes noires dans la tête des gens font soit de la musique folklorique, je mets des gros guillemets, de l'Afrique de l'Ouest ou du hip-hop, ce qui est pas forcément le cas de tous les artistes. Je pense que c'est important d'ouvrir son esprit sur le fait que être une personne racisée, ça se définit dans ton identité, mais dans ta musique, dans ce que tu produis comme contenu, il faut pas mettre de préjugés sur les personnes racisées, sur ce qu'elles produisent comme musique. Moi, je suis une personne racisée, puis je fais du rock francophone, par exemple. Donc, je pense que c'est ça qui est important, c'est d'ouvrir son esprit au fait que oui, les personnes racisées, on est minorisées dans la société, mais on doit pas catégoriser les gens par ce qu'on a dans notre imaginaire. Il faut s'intéresser vraiment à l'artiste, à ce que produit l'artiste, pourquoi il le produit. Et puis ensuite de ça, je pense que des discussions peuvent être ouvertes avec la personne concernée. Là, on va rentrer dans le vif du sujet un peu plus tard. Je poursuis les présentations. Kizaba, artiste multidisciplinaire, artiste de musique électronique, qui a accepté de participer au panel. Merci d'être là. Tu peux te présenter puis nous dire en quoi c'était important pour toi de participer aujourd'hui. Bonjour, pour ceux qui ne connaissent pas, mon nom c'est Kizaba, je suis artiste musicien et puis je suis entrepreneur aussi, je suis designer de vêtements et c'est un projet plus électro avec des influences congolaises, chanté en 4 langues, en français, anglais, lingala.
Et moi, j'étais intéressé de participer parce qu'il y a quand même des enjeux dans la ville où je vis, au Québec. Et je suis aussi Révélation Radio-Canada, poussé par Radio-Canada et IC Musique et Sirius aussi. Et on aimerait quand même savoir aussi, dans ce côté-là, voir comment on arrive à rentrer à d'autres places au Québec. On arrive à rentrer à Radio-Canada, on arrive à rentrer à Francophonie, on arrive à rentrer à Sirius, mais pourquoi pas dans d'autres festivals? C'est quoi les critères? Et pourquoi pas dans les showcases au Québec? C'est un sujet qui t'intéresse particulièrement, puis on va parler un peu plus des quotas tout à l'heure, justement. Et notre troisième panéliste, Soleil Launière, artiste multidisciplinaire. Je te laisse te présenter et nous dire aussi pourquoi c'est important pour toi de participer à ce panel-là. Quoi? Oui, artiste multidisciplinaire, donc en musique, mais aussi en mise en scène, théâtre, écriture, etc. Maman de petite cocotte, qui est extrêmement pro, elle a double pro présentement. Pourquoi c'est important de participer à ce genre de panel-là? Ben, je veux dire, pour le futur aussi, tu sais, je regarde ma fille, je pense que, tu sais, on a besoin de changer les choses, d'être plus conscient de ces petites choses qui sont dites au quotidien, comment est-ce que on aborde certains sujets, puis les étiquettes qu'on met sur les artistes. Je parlais pour moi, artistes autochtones au Québec spécifiquement. Fait que qu'est-ce que ça veut dire de mettre ces étiquettes-là ou de vouloir voir quelque chose qui n'est pas nécessairement ce qui va être reçu. Donc, c'est de démystifier ces choses-là puis de faire avancer les choses. Donc, Bien, voilà. merci d'être avec nous tous les trois. Puis je vais... Excusez-moi, Oui? il y a un petit... le micro, là, que la dernière personne a parlé, là. Il y Oui. a comme un petit feedback, là, minime, mais que c'est un petit peu, pour les oreilles, un petit peu... Alors, le Est-ce que- son va travailler là-dessus. Allô? Oui. OK, c'est beau. Super. Je veux qu'on soit capable aujourd'hui de vraiment vous donner des exemples super concrets, que vous ayez des outils de façon le plus objective possible. Donc, on rentre dans le vif du sujet. On va parler beaucoup de racisme. On va dire le mot racisme souvent. Soyez pas gênés ou inconfortables. On pointe personne du doigt. On s'est déjà tous mis des pieds dans la bouche. Donc, on est vraiment là pour travailler à aller chercher quelque chose qui va améliorer notre espace collectif. Puis, première question, c'est en fait pour les trois panélistes de nous donner des exemples concrets de racisme ordinaire qu'ils ont vécu eux-mêmes ou aperçus dans leur milieu artistique ou leur milieu de travail. Donc, je commence avec Kizaba, tiens. Des exemples concrets de racisme ordinaire que tu as vécu. En fait, moi, je dirais comme dans la catégorie aussi, quand on parle des nominations ou dans des festivals ou la musique électronique, on n'arrive pas à rentrer. Et pourtant, je fais la musique électronique aussi. Mais tu peux trouver à d'autres personnes qui viennent du Québec ou un artiste qui fait la musique reggae, exemple. Il est plus côté meilleur que les autres artistes qui sont dans les niches des musiques du monde. Et c'est sûr qu'on n'accepte pas les mots musique du monde parce que tant que je fais la musique électronique et en dehors d'ici, je représente les drapeaux du Québec, Canada, je représente même pas le Congo. Quand tu regardes la programmation des gros festivals que j'ai fait en Chine, en Corée, en Taïwan, plusieurs pays en Europe, en Asie, partout. Mais ici, on est quand même catégorisé en dehors de ça. Mais pourtant, on fait la musique électronique. Et des fois, on n'a même pas on n'a même pas de financement. Exemple, tu te déposes pour avoir un financement de tournée. On n'est pas financé. Mais les autres artistes, quand ils sont d'ici, ils sont nommés plus dans la musique électronique, mais ils ont des financements et des cachets qu'ils ont même pas ailleurs, mais nous, on a ça. Et ça nous aide aussi à essayer de pousser par rapport ici, aller chercher, faire de la promotion avec cet argent qu'on fait en dehors d'ici. Mais ici, chez nous-mêmes, on n'a pas cette ouverture-là. Exemple, on tourne en dehors du Canada, on est à l'international, on est payé les billets d'avion, on est payé des cachets qui nous supportent avec l'équipe qui travaille avec nous comme Zion. Il est là aussi. Donc, qui supporte tout ça et aller pousser, aller rentrer à Rideau, exemple comme Rideau, on met de l'argent pour les applications, mais t'es pas sélectionné. Mais quand tu regardes ton bagage, tu regardes tous les pays que tu fais, avec les respects que t'as, les qualités du show que tu donnes, mais t'es quand même dans la musique du monde. Mais on arrive à prendre des artistes en musique du monde qui sont même pas arrivés au sommet où nous on est rendu, pour avoir des cachets en dessous de ce qu'un artiste d'ici
qui peut avoir. Mais nous, on est plus condamné. Genre, c'est combien ça coûte? On n'est même pas demandé combien ça coûte le show. Nous avons $5,500 pour le show, mais avec les $1,500, mais vous demandez plus. Ah, il faut qu'il amène des danseuses, mais pourtant, il y a 3 concepts. Quand il y a 3 concepts, il faut quand même demander c'est quoi les cachets de chaque concept. Fait que le fait d'être toujours dans l'étiquette de musique du monde, parce que tu as des origines congolaises, pour toi, ça t'empêche d'évoluer vraiment où tu voudrais aller dans le milieu de la musique électronique. C'est comme un plafond que tu n'es pas capable de dépasser. Ouais, c'est un plafond qu'on n'arrive pas à dépasser au Québec, mais en dehors d'ici, on n'est pas à ces plafonds-là, on est plus nommé comme musique électronique, et on est dans le gros festival, il y a comme 15 000 personnes, 8 000 personnes qui viennent dans le show, mais ici, on n'arrive même pas à avoir un cachet minimum qu'on demande. On demande toujours un minimum de cachet parce qu'on veut rester chez nous, jouer chez nous, parce qu'on fait la fierté du Canada, qui est le Québec. Donc, on aimerait ça jouer, faire des tournées québécois avec des cachets raisonnables, avec les concepts qu'on amène aussi, quoi. Puis on va en parler aussi un peu plus tantôt, cette question-là des séries thématiques, justement des événements qui sont spécifiques, qui mettent en lumière certaines identités culturelles. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? C'est à double tranchant. On va plonger aussi là-dedans. Donc, merci de ton intervention. Soleil, je me permets de te donner des petits exemples qu'on aperçoit souvent dans ton spectacle. Après ton show, les gens prennent le temps de venir te voir pour te dire que tu devrais avoir des danseurs à clochettes sur ton spectacle. Ou que tu devrais traduire toutes tes chansons en français ou en anglais sur ton spectacle. Est-ce que ça t'interpelle? Comment ça t'affecte? Ouais, ben, comment ça m'affecte? Ben, l'affaire, c'est qu'on est habitué, hein. On devient habitué au racisme ordinaire, des commentaires comme ça. Fait qu'à un moment donné, tu fais juste abstraction du commentaire. Mais ça reste que dans une journée, quand t'en reçois plusieurs, ça devient fatigant, ou à chaque show, à chaque fois, tu sais. Fait que, bon, c'est pas à chaque spectacle, là, il y a des nuances quand même, mais ça reste que les gens veulent, en voulant comprendre, se rendent pas compte que, justement, mettre des barrières à explorer des nouvelles choses, de nouvelles langues. Puis, j'ai peur... tiens, peux-tu mettre là? À explorer des nouvelles langues, puis oui, c'est ça. Fait que d'avoir des danseuses clochettes, mais c'est pas parce que je fais de la musique autochtone que nécessairement je vais avoir des danseuses clochettes ou des danseuses traditionnelles, danseurs traditionnels sur mon show. T'sais, je trouve que ça fitterait pas, là. C'est pas de ça. Je fais pas de musique traditionnelle non plus. T'sais. C'est sûr qu'il y a des inspirations, mais c'est pas de la musique traditionnelle. Fait que puis d'assumer aussi que mes chants, souvent on assume que mes chants qui sont pas qui sont plus instinctifs vont être automatiquement des chants traditionnels, tandis que ça l'est pas. C'est pas des chants traditionnels appris de la culture spécifiquement, mais c'est mes chants à moi. C'est des chants que j'ai trouvés qui sont, oui, inspirés de ma culture, c'est normal, mais c'est pas des chants traditionnels. Fait que c'est des assumptions aussi de ce que ça c'est. Puis, je dirais aussi d'autres exemples, c'est... des commentaires que j'ai eus de journalisme, exemple, que j'avais un bon français pour une autochtone. C'est des petits commentaires qui se veulent être bienfaisants, en disant « Ah, mais tu parles bien pour être autochtone. » Ben, oui. On parle bien, là. Puis même si j'avais un accent qui est plus ancré dans la langue, je parlerais bien quand même. C'est pas ça qui définit comment... même que j'aimerais mieux avoir un accent, ça veut dire que je parlerais plus ma langue, tandis que je l'ai jamais apprise. Puis il y a plein de raisons pourquoi je la parle pas. Donc, ça devient des commentaires qui peuvent être irritants sur du plus gros, en fait, que ce que c'est dans le minime, en fait. Puis, même chose dans des entrevues. Puis là, ben, c'est des questions qui sont plus sur l'actualité. Donc, est-ce que votre communauté vote pour Justin Trudeau? J'en ai aucune idée. Est-ce que... qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé dans l'actualité présentement autochtone? Est-ce que... puis je parle de choses quand même très personnelles, très politiques dans mon spectacle, mais c'est moi qui choisis de le faire. T'sais. Donc, quand c'est imposé, c'est plus difficile. Puis des fois, les diffuseurs vont... Je parle de shows de spectacle plus théâtral ou d'art-performance. Ça m'est arrivé d'avoir des connexions avec des journalistes pour parler du projet. Mais j'avais 2 questions sur le projet et 5 questions sur l'actualité autochtone. Donc, ça devient lourd à porter quand c'est pas mon sujet ou c'est pas
ce sur quoi je veux parler présentement. Donc, ça, c'est des exemples. Puis ça, c'est aussi un peu la raison pour laquelle on est ici, essayer de donner des outils. Souvent, ça vient avec un manque de ressources ou de compréhension ou d'éducation, parce que le cas inverse se présente très rarement. On demandera pas à un chanteur québécois francophone de traduire sa musique en anglais tout court. On ne demandera pas non plus nécessairement à Louis-Jean Cormier de s'exprimer sur les élections municipales sur la Côte-Nord quand il est en entrevue. Ou d'avoir des ceintures fléchées. Dans... Avoir des ceintures fléchées, on en parlait, c'est un peu la même chose. Hein. On ne demande pas à un chanteur ou une chanteuse québécoise blanche de faire des rigodons dans son spectacle parce que ça représenterait mieux sa culture. C'est un peu ça aussi. Je pense que de toujours essayer de le voir à l'inverse, ça nous aide à répondre à est-ce que c'est en fait une forme de racisme ordinaire, et si on comprend qu'on l'appliquerait pas à l'inverse, ça fait partie des no-go, comme on pourrait dire. Puis la question de la langue revient aussi dans la conversation qu'on avait, Lionel. Tu nous as aussi mentionné parles-tu africain, par exemple. Ces genres de commentaires-là. Ce genre de commentaires-là, je trouve ça drôle parce que c'est pour ça que aujourd'hui, quand je suis arrivé, en fait, je voyais qu'il y avait beaucoup de musique du monde, comme on l'utilise, il y a beaucoup de culture. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de culture dans les festivals, mais aujourd'hui, je ne le vois plus vraiment. Parce que moi, je me demande, c'est peut-être à travers de ça que les gens, ils commencent à te demander des choses comme ça, ils te posent la question, est-ce que tu parles africain? Et pourtant, l'Afrique, c'est un continent. Et puis, il y a plusieurs langues. Chez nous, on parle lingala. Puis, il y a d'autres pays d'Afrique, ils ont leur langue. Exemple, au Congo, on a plusieurs langues. Ça ne veut pas dire qu'on parle africain. Donc, moi, je parle toujours avec des blagues. Je regarde, si tu veux savoir où je viens, moi, je viens du Congo. Maintenant, va dans la carte, dans le continent d'Afrique, tu vas voir plusieurs pays d'Afrique. Chaque pays, ils ont une langue. Donc, moi, je prends ça drôle. Donc, ça me fait pas mal d'entendre ça, mais je pense que, moi, je trouve que amener la culture, d'ailleurs, dans des festivals. Et puis, moi, je suis un artiste qui donne des ateliers aussi quand je joue à l'international. Dans la journée, je donne des ateliers sur la musique congolaise, sur les langages africains, sur les rythmes. Parce que je suis un musicien de jazz, j'ai fait un peu transmettre ce côté-là, transmettre le langage, tout ça. Je pense que si on arrive à ramener ça dans des festivals pour les artistes qui arrivent de partout, qui sont beaucoup à l'international, et essayer de transmettre ça aussi au public. Je pense que des questions comme ça va pas exister, de me poser une question genre, est-ce que tu parles africain? Et pourtant, ça veut dire que la personne peut se dire, il a pas compris la géographie, les pays, des continents, chaque pays, quelle langue il parle. Donc, je pense que moi, je trouve ça juste amusant. Et puis, j'ai essayé d'apprendre à la personne que je viens de l'Afrique et puis il y a plusieurs cultures. Puis toi, Cora, as-tu des exemples à nous partager de racisme ordinaire, justement? Ben oui, je pense que moi, je sais que il y a beaucoup de fois où je me suis confrontée à... Parce que moi, je suis une personne racisée, mais personne ne sait d'où je viens avec ma tête. Donc, les gens font des guesses, des fois. Mais moi, c'est plutôt, je pense, ce à quoi je me confronte souvent avec les personnes blanches la plupart du temps, c'est qu'ils savent pas d'où je viens, puis ça les interpelle. Mais avant même d'avoir pris le temps, par exemple, de parler de ce que je fais professionnellement, de ce que je fais comme musique, comme je suis artiste, blabla, on me demandait, ah, mais tu viens d'où? Puis je dis, bah, je viens de Paris. Oui, mais tu viens d'où pour de vrai? Cette question. Donc, c'est plus des choses comme ça. Je pense aussi, avant, j'avais un gros afro, puis il y a beaucoup de gens qui me touchaient les cheveux sans me demander ma permission. Ça, en tant que personne qui a les cheveux afro, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir vécu. Mais c'est ça, c'est plus des assumptions, en fait, et puis comme je dis encore, comme t'as dit, Soleil, des étiquettes, en fait, que les gens mettent sur les personnes racisées sans s'intéresser d'abord à la personne. Moi, quand je parle à quelqu'un puis que je veux découvrir ce qu'un artiste fait, je vais lui parler de ce qu'il fait dans sa musique, qu'est-ce qui l'a inspiré pour faire sa musique, c'est quoi sa vision sur sa carrière, mais je vais pas lui demander d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il a grandi, de quel pays d'origine est sa mère. C'est des questions que je peux aborder avec des gens quand je me sens à l'aise avec eux, puis que j'ai déjà créé une sorte de relation, mais c'est pas une question que j'aime recevoir quand j'ai juste dit bonjour à la personne puis que je lui ai dit salut, je m'appelle Cora. C'est pas suffisant. Et je comprends la curiosité des gens, puisque souvent c'est ce qu'on va me répondre, ah, mais je suis curieux de savoir ça, je suis curieux de savoir ça. Mais la curiosité des gens, déjà la curiosité est un vilain défaut, mais je pense que il y a quelque chose qui s'appelle la charge raciale, qui est, si les gens qui s'intéressent au féminisme voient
de ce que je parle, qui c'est la charge mentale pour les femmes, pour les personnes racisées, il y a la charge raciale. C'est toutes les petites choses qu'on va mettre en place justement pour faire face au racisme ordinaire. Puis c'est un peu ce que Soleil disait aussi, il y a des questions qu'on a eues tellement de fois que des fois on n'a juste pas la force en fait de se battre avec la personne pour lui expliquer pourquoi c'est dérangeant, et on va juste laisser faire, ou on va juste faire un petit sourire jaune et puis dire haha, et puis à passer à l'autre personne. Mais c'est ça, la charge raciale, elle devrait être partagée en fait entre les personnes non racisées et les personnes racisées, c'est-à-dire que c'est à la responsabilité d'une personne curieuse de se documenter. On est en 2025 maintenant, il y a plein de ressources, il y a plein de personnes racisées qui ont écrit des livres, il y a plein de personnes racisées qui ont des podcasts, qui ont des comptes Instagram éducatifs où les gens peuvent aller consommer du contenu pour s'informer, mais la charge de tout ça, c'est à la personne qui se dit curieuse de faire la démarche de s'informer. C'est pas aux personnes racisées que vous ne connaissez pas. Si c'est vos amis puis que vous parlez avec eux, c'est OK. Mais quand on rencontre une personne qu'on ne connaît pas, je pense que c'est important de respecter aussi une distance par rapport à ça. Il y a des personnes racisées pour qui ça peut être traumatique. Il y a des personnes racisées qui peuvent recevoir la question, par exemple, tu viens d'où? D'une manière violente, dans le sens où ça peut être une personne qui a mis du temps à s'intégrer dans une nouvelle culture, qui a fait tous les efforts et qui quand bien même, peu importe ce qu'elle fasse, on va lui demander « Ah ouais, mais tu viens d'où pour de vrai ?» Ça peut être une personne adoptée qui connaît pas ses origines, qui sait pas d'où est-ce qu'elle vient, qui a pas de réponse à ça, puis qui se confronte à la violence de son propre traumatisme aussi. Donc il y a toutes ces choses-là, je pense, à faire attention. Et je pense que ça peut être... C'est pas si difficile que ça de prendre en considération ce genre de choses quand on entame une discussion avec quelqu'un, surtout qu'on ne connaît pas. Ça, c'est des bons mots-clés. Donc, charge raciale, en fait, c'est cette charge mentale-là, vraiment, que le racisme ordinaire va apporter. Donc, tu transmets tu mets sur les épaules de la personne à qui tu parles toute cette charge culturelle-là dont vous parlez tous. Et ça m'amène un peu à vous poser la question. Là, on a pris des exemples concrets. Comme ça, vous avez une multitude d'exemples de peut-être de faux pas, de pieds dans la bouche, à ne pas pratiquer, pas observer. Mais est-ce qu'on a des outils, justement, des suggestions pour des gens qui vont se dire curieux, parce que les gens sont curieux, ils veulent peut-être poser des questions d'ordre identitaire, d'ordre culturel, sur les cheveux, sur le look, sur la langue. La langue, ça revient beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir des trucs ou des suggestions pour les personnes qui ont envie de poser des questions? Ben oui. Moi, il y a un podcast que j'écoute très souvent qui s'appelle Kiffe ta race, qui est un podcast animé par deux personnes racisées, donc Rokala Diallo et Diane Lee. C'est un podcast en plus qui invite chaque semaine en fait, ou chaque nouvel épisode, une personne racisée. Souvent, c'est des personnes qui sont issues du milieu du spectacle, des arts et de la culture. C'est sur toutes les plateformes de streaming, puis c'est un podcast qui est hyper intéressant, interactif, que je conseille à tout le monde. Ça traite de tous les sujets par rapport à la charge raciale, au racisme ordinaire, au racisme systémique. Il y a tout le spectre racial aussi. Il y a des personnes asiatiques, des personnes ouest-africaines, nord-africaines. Donc, bien sûr, c'est un podcast français. Donc, par exemple, c'est ce que je disais, il n'y a pas vraiment... En tout cas, moi, j'ai pas vu d'invités, par exemple, issus des cultures autochtones, mais ça donne déjà un bon outil, je pense, parce qu'il y a plus de 150 épisodes maintenant. Puis il y a des livres aussi. Moi, il y a un livre que j'ai lu qui m'a fait beaucoup de bien par rapport à plein de sujets. C'est le livre d'Amandine Gay qui s'appelle Une poupée en chocolat, où elle explique tout son parcours, justement, en ayant grandi en tant que personne noire dans une famille blanche, parce que c'est une personne adoptée. Et puis c'est une écrivaine, tout ça. Donc il y a plein de ressources. On en a même là, si jamais vous voulez, on a ramené des petites feuilles avec des petits outils. Puis je vous invite, de toute façon, c'est ça, à faire vos recherches aussi. Il y a plein de choses qui existent. Donc truc numéro 1, s'informer, s'éduquer, lire, écouter des podcasts sur le sujet. C'est le premier truc de Cora. Puis effectivement, on a quelques feuilles imprimées avec des termes de base que vous pouvez avoir ici, puis les suggestions culturelles, éducatives de Cora sur vous pouvez prendre ces éléments-là. Un autre truc, Soleil, que tu pourrais donner à des gens qui ont vraiment envie de poser des questions puis qui ils savent pas comment, mais ils ont envie de poser des questions de type identité culturelle. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme truc? C'est une bonne question. C'est drôle parce que j'ai envie de dire en même temps de oser demander, mais d'approcher. Ça dépend toujours comment on approche, hein. Il y a toujours ça.
Parce que j'en reçois beaucoup des questions qui me dérangent pas du tout. Au contraire, j'ai envie d'ouvrir, puis que les gens soient curieux, puis curieux. Il y a de la bonne curiosité, puis il y a de la mauvaise curiosité, c'est vrai. Mais ça me fait réfléchir à être curieux, hein, parce que d'être curieux, c'est aussi d'aller voir les podcasts, puis d'aller lire et tout ça. Je pense, oui, s'informer, c'est important d'écouter, de lire, d'aller voir. Je pense d'aller voir différents artistes aussi. Ça ouvre sur différents points de... La variété aussi d'artistes qu'il y a, la variété de personnes qu'il y a. Puis moi, ça me dérange... Poser des questions, moi, ça me dérange pas d'avoir des questions, en fait. Ce qui dérange, c'est d'avoir d'assumer que je vais avoir vécu certaines affaires ou que... Puis je pense qu'il y a des questions plus sensibles que d'autres, tu sais. J'ai pas envie de parler si ma famille est allée dans les pensionnats ou non. Tu sais, c'est comme... Non, c'est pas de vos affaires. Tu sais, c'est personnel, c'est sensible. Est-ce que... bon, je vois que dans ton spectacle, tu parles de la langue, tu sais, est-ce que tu veux m'en parler plus? C'est quoi ton rapport à la langue? Ah, ben oui, j'en parle justement, je vais être ouverte à en parler. Mais si c'est de savoir que la personne aborde déjà un sujet, tu sais, en quoi est-ce que les personnes, tu sais, les femmes autochtones assassinées, disparues, ça te touche parce que je vois que tu en parles dans ton spectacle. Mais ça, moi, ça me fait plaisir parce que déjà, on voit que j'ai une ouverture vers ce sujet-là, que j'ai envie d'en parler, que j'ai envie de... Je tends la main, en fait, pour avoir ces questions-là, tu sais. Donc, c'est là. Donc, je pense que c'est peut-être un cue aussi d'avoir ces cues-là. Je réfléchis tout en parlant. Non, mais c'est bon, c'est que la personne, elle a déjà un peu l'information sur toi, sur ce que t'aimes pour rentrer. C'est comme si elle rentre dans une conversation, que t'es quelque part, t'es en train de prendre un café, puis que tu jases avec un groupe, et t'es en train de parler de ce sujet-là, de la langue. C'est peut-être plus approprié, justement, de te poser une question parce que c'est une conversation entre amis. C'est peut-être un peu touché si je suis en train de prendre un café ou j'ai une discussion. Si la personne est avec toi, je veux dire. Pas... non, c'est ça, juste à côté, prendre la parole. Mais oui, c'est ça. Puis tu sais, je dis souvent, en fait, que de pas aborder le sujet va venir tout seul. C'est que à force de juste aborder des sujets naturellement, d'apprendre à connaître, de juste s'intéresser tout simplement, les choses que vous voulez savoir, souvent, vont arriver naturellement. Merci, Chloé. Il y a quelqu'un qui est là, qui Chloé, bien dans l'affût de bébé. Elle est super autonome. C'est ça. Oui. Mais c'est ça, tu sais, déjà, je pense qu'à force d'avoir... juste avoir la conversation, les choses vont s'ouvrir, puis les sujets que vous vouliez ou vous êtes intéressés vont arriver tout seuls, sans les forcer, en fait. Puis, Lionel, as-tu des trucs à donner pour les gens qui ont envie de poser des questions, qui sont curieux? Toi, tu nous disais tantôt que tu prenais ça avec un grain de sel, que tu trouvais ça un peu drôle, mais y a-tu des meilleures façons de faire ces approches-là pour toi? Je pense que ça devait être dans les médias aussi, comme essayer des... Parce qu'on est au Canada, c'est un terre d'accueil qui accueille tout le monde. Je pense que de commencer à mettre aussi comme on parlait des podcasts, essayer de mettre aussi de culture de partout aussi dans les médias, essayer je le vois, il y a l'intérêt de faire ça, mais d'aller plus profond, de pousser ça. Et nous, quand on arrive ici, c'est sûr que moi, je viens de la francophonie, je viens du Congo, on parle français, et j'essaie toujours je m'intègre toujours, j'essaie de bien m'installer ici au Québec, et puis apprendre la culture des autres aussi, comme j'ai fait quand je suis arrivé. Mais je pense que de pousser ça dans les écoles, dans les médias, dans des festivals, même dans les radios, faire jouer aussi d'autres musiques. Comme moi, je le vois en France. Tu écoutes la radio, il y a des radios qui jouent la musique de partout dans le monde. Il n'y en a pas juste la musique francophone, il n'y a pas juste le pop. Et moi, je fais comme de rester dans le pop que j'ai fait l'électro, mais il y a des différents saveurs de vocales aussi, la langue. Mais la musique reste quand même accessible à tout le monde. Moi, je pense que de commencer ça dans les écoles, dans des festivals, ça va beaucoup éduquer les gens pour ne pas avoir ce genre d'approche-là. Donc, continuer de mettre en lumière la diversité des voix. Puis c'est aussi le rôle des journalistes, comme tu dis, d'écrire des articles sur ces sujets-là, de pousser la question.
pas nécessairement avec tous les artistes, mais avec des gens qui sont là pour parler de ces questions-là. Comme Soleil, tu le disais, c'est pas parce que tu es un artiste en musique que tu as envie de tout expliquer sur les questions raciales et tout. Donc, ça, c'est une idée aussi intéressante. Et ça me fait plonger sur justement la question des quotas. Lionel, donc cette question de quotas dans les radios, justement, est-ce que c'est pour toi, c'est un enjeu qui est important pour essayer de défaire ce racisme ordinaire? Là? Mais c'est important parce que tant qu'Africain, c'est qu'on est tellement ouvert à aider la famille aussi. On veut faire de l'argent aussi. On fait pas la musique juste pour faire la musique pour le plaisir. On fait la musique pour le plaisir, mais en même temps, moi, ma vie, c'est la musique. Donc, j'ai grandi dans la musique. J'ai commencé la musique très petit. Je viens d'une famille des artistes. J'ai commencé la musique depuis au Congo et ici, je continue. C'est bien qu'on puisse se retrouver aussi pour essayer de se produire aussi, parce que c'est sûr qu'il y a des maisons de production. Exemple, tu arrives à Musique Action, il faut que tu demandes pour une production d'album, il faut d'abord signer avec un distributeur, mais le distributeur ne fait pas le travail. Donc, tu es obligé de signer avec le distributeur pour aller déposer une demande de subvention, mais après, tu l'as pas, il faut d'abord ou peut-être avoir une tournée, il faut d'abord avoir une subvention avec l'album, mais on avait déjà eu l'album depuis. Mais c'est compliqué, en fait. Je sais pas qui a créé le quota. Donc, je sais pas. Donc, je sais pas, ça vient de où, l'histoire du quota. Parce que dans la radio, tu vois, à la radio, tu peux voir un groupe qui chante la musique francophone, mais il fait du reggae. Mais comme c'est un blanc, c'est la couleur de peau, il va jouer plus qu'un noir qui fait la musique électro, mais il joue pas dans les radios électro, il joue pas dans les radios commerciales, mais une chance que je suis content d'avoir Surios qui fait jouer ma musique. J'ai des chansons en français aussi, capable de jouer un show complet, 1 heure du temps en français. Je peux faire un show aussi, 1 heure du temps avec les langues mixées comme je le fais, et ma musique est accessible à tout le monde. Je pense que d'avoir l'ouverture, dans la radio, pour les artistes qui travaillent fort. Moi, je le dis à vous, je suis un des artistes qui travaille vraiment fort depuis mon arrivée. Il y a des gens qui on te voit partout, tout le temps. Donc, on travaille fort avec mon agent, Khalil, qui est toujours avec moi, ça fait des années. On pousse vraiment fort, et puis on donne même des conseils aussi à des artistes qui commencent, comment ils peuvent arriver à réussir. Mais nous, on arrive à réussir seulement en dehors d'ici. Mais on aimerait ça. Le drapeau qu'on amène ailleurs, on fait la fierté de ça. Je suis fier d'avoir un passeport canadien, fier d'être québécois. Et puis quand je le fais là-bas, j'aimerais avoir aussi ma place aussi ici. Aller jouer partout au Québec, faire une tournée au Québec. Et exemple, j'ai joué la semaine passée, j'ai joué à Ottawa, j'ai vendu plein de t-shirts. Des gens, ils me connaissaient pas, on te connaissait pas. Grâce à Radio-Canada, merci à Radio-Canada et à Philippe Fémieux qui continue aussi à pousser la culture avec Issue Musique. Et tu vois, il y a des artistes, des talents qui sont derrière aussi, qui sont là, qui travaillent aussi avec des Québécois, qui essaient de se pousser. On aimerait ça, ce côté-là s'ouvre aussi au niveau des radios, en dehors de Montréal. Et juste là, je sais pas, le quota, ça vient d'où? Ça, c'est une bonne question. Ça vient d'un problème plus systémique, je pense. Mais effectivement, travailler le 5% de quotas autochtones, c'en est un enjeu qu'il y a. Puis le fait qu'il y ait pas de représentation de diversité sur les radios, ça nourrit cette forme de racisme-là plus insidieuse. Il y a une demande en ce moment de la part des réseaux autochtones d'avoir un quota de 5% dans tout ce qui est radio-télédiffusion au Canada. C'est la demande, c'est un autre enjeu, mais ça me fait. Je veux passer à la question justement des étiquettes, des événements signés, parce que c'est des questions qu'on a souvent dans le milieu de diffusion, et c'est une bonne question. Est-ce qu'on doit ou pas créer des événements à saveur autochtone, des événements pour la communauté noire, des événements BIPOC, ou des événements métissés, par exemple, on envoie des programmations spécifiques. Est-ce que ça, vous êtes pour ou contre? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Parce qu'on veut mettre les artistes en lumière d'une certaine façon, mais en même temps de les catégoriser dans une série, ça peut aussi avoir un poids culturel pour certaines personnes. Donc, qu'est-ce qu'on pense de ça? Ben, moi, je pense que c'est un peu la première pierre à l'édifice pour justement mettre en lumière, en fait, les artistes racisés, par exemple, parce que c'est vrai que si ça existe pas, on est perdu dans la masse, en fait, puis c'est pas nous qu'on va mettre en valeur. Enfin, c'est pas les artistes qu'on va mettre en valeur. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit exister, même pour la question de l'entre-soi. En fait, je pense que c'est quelque chose qui fait toujours plaisir. Par exemple, moi, si je sais que j'ai envie de consommer du contenu de personnes qui font de la musique d'Afrique de l'Ouest et tout, je sais que cet été je vais aller au festival Nuit d'Afrique, par exemple. Puis genre, mais c'est sûr que
c'est pas quelque chose, je pense qu'il faut pas que aussi on garde ce truc de, encore une fois, mettre des étiquettes sur les artistes, parce que on peut être un artiste noir et faire de l'électro, on peut être un artiste noir et faire du rock ou whatever, mais je pense que c'est plus ça qu'il faut garder. Moi, je pense que les quotas sont importants pour qu'on puisse mettre la lumière sur des artistes qu'on verrait pas forcément, mais il faut pas que ce soit des quotas qui impliquent, par exemple, pour les artistes autochtones, de faire de la musique traditionnelle autochtone. T'es un artiste autochtone, tu fais de la musique, tu rentres dans les quotas, point, pas par rapport au style de musique que tu fais. Donc je pense que c'est plus ça. Je pense que c'est important que ça existe, tout comme c'est important, par exemple, dans les entreprises, les quotas pour les femmes, les quotas pour les personnes racisées existent. Ça permet de s'assurer qu'il y a du contenu qui va être consommé. Après, est-ce qu'il faut que ça reste... Faut pas que ça reste que là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'on se dise « Ok, c'est bon, on a fait ça, maintenant, on a mis les quotas, puis c'est bon, quoi. » Donc, des quotas, oui, pour les problèmes de système, justement. Mais après ça, il faut aussi voir au-delà de ça pour les artistes en musique. Toi, Soleil, qu'est-ce que tu en penses des événements, programmation autochtone, par exemple? Ben, c'est ça, je suis pas pour ou ni contre, là, tu sais, je veux dire, je suis pas pour. Je suis pour, je trouve. Si j'ai pas, je pense que des fois, c'est bien. Ça dépend comment c'est fait, ça dépend d'après ça, l'implication autour. C'est le fun d'être en famille, c'est le fun d'avoir plusieurs artistes autochtones autour, puis d'avoir... c'est ça, on se sent en famille, c'est le fun, mais il faut pas que ce soit que ça, en fait. Si un espace de diffusion fait juste cet événement-là, puis il y a pas d'artistes autochtones en dehors de cet événement-là, ben je trouve que ça manque... ça va pas en fait dans la bonne direction parce que ça ouvre pas dans tout l'éventail qui pourrait y avoir, tu sais. Puis c'est important, c'est vrai que Cora, ce que tu as dit de pas mettre les artistes autochtones tous dans un même panier là, ou de faire de la musique traditionnelle ou d'aller pour je sais pas, là, mais j'ai l'impression que Musique Nomade a eu souvent des demandes d'avoir de la musique autochtone, puis s'attendait à avoir de la musique autochtone traditionnelle de style powwow, exemple. Tandis que il y a tellement une variété d'artistes incroyables, de styles différents, que c'est dur de mettre, de juste inclure là-dedans. Donc, dans une bonne programmation autochtone, il y aurait cette diversité-là aussi, ou spécifier, tu sais, un style de musique puis des artistes autochtones spécifiquement dans ces styles de musique-là, ça pourrait être intéressant aussi, ou autre, là, mais ouais, c'est ça. Faut pas que ça soit juste une case une fois, faut que ça soit réfléchi plus en profondeur puis que ça représente plusieurs niveaux. Exact. Puis de voir avec l'artiste, ça veut pas dire parce que tu as envie d'être représenté. Moi, j'ai envie d'être représentée comme artiste autochtone. C'est quelque chose qui est clair. Mon identité est importante, ma culture, j'aime ça la mettre de l'avant, j'en parle, je suis ouverte. C'est pas tout artiste autochtone qui a envie de mettre son étiquette de l'avant en tant qu'artiste autochtone. Ça veut pas dire qu'elle ne rentre pas dans ce quota-là d'artistes autochtones aussi, mais ça veut dire que mais faut respecter ça aussi, puis faut être conscient de ça. Mais je pense que c'est des nuances à apporter, là. Ça fait partie des trucs aussi importants de toujours demander, en fait. Nous, tu le disais, mais on a de plus en plus de diffuseurs qui posent la question, justement, avant de créer ce type de programmation-là. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que les artistes, ça les intéresse? Et ça, c'est super apprécié, puis je pense que c'est comme ça que c'est fait de bonne façon. Mais tu mentionnais aussi quand on se parlait, cette idée-là, quand il y a des étiquettes ou des quotas, de créer quelque chose de plus autochtone que toi, là, quasiment là que tu disais là, tu sais, tu faisais des propositions artistiques puis ça rentrait pas dans l'idée autochtone de ce qu'il y avait, tu sais. Ouais, exactement. Mais tu sais, il y a aussi il y a plusieurs cases là, dans le sens où là ça va, ma carrière est lancée, les gens me connaissent plus, donc moins de questions sur mon physique. Au début de ma carrière, il y avait vraiment beaucoup ça. Ah ouais, t'es autochtone, mais t'as pas l'air autochtone, c'est quoi? Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir l'air autochtone? Qu'est-ce que ça veut dire faire de la musique autochtone? Qu'est-ce que ça veut dire d'être autochtone dans le milieu des arts en général? Ce que tu vas présenter, tes sujets. Donc, il y a plusieurs couches à ça. Puis, j'ai eu aussi souvent l'impression, c'est une impression, on m'a pas dit parce que t'es une artiste autochtone, t'es moins que ton contenu est moindre ou moins professionnel que les autres. Je l'ai pas eu directement, mais je l'ai senti
souvent, au départ, que parce que j'étais une artiste autochtone, ah, mais c'est un événement autochtone, oui, tu sais, c'est les artistes autochtones, c'était moindre. Tandis que c'est pas ça que j'offre. Moi, c'est très important, tu sais, mon image, le professionnalisme, les musiciens qui sont avec moi, comment est-ce que je me présente. Fait que, tu sais, c'est pas moindre que les autres. Donc, faut pas avoir cette étiquette-là pour que ça soit moindre. En tout cas, je pense pas que c'est toujours ça, mais ça l'a été ça souvent. Oui, de sentir que les gens te font une faveur en te mettant de l'avant parce que tu es autochtone, ça, c'est Ouais, vraiment un élément de racisme ordinaire qui est important. Ouais. Lionel, toi, qu'est-ce que tu penses de ces séries métissées-là, séries musique globale, spécifiques pour mettre en valeur les artistes? Moi, je trouve, bon, d'un autre côté, c'est bien, d'un autre côté, mais pour moi, en fait, j'aimais pas juste avoir un événement de ma communauté congolaise, tout ça. Parce que moi, j'ai toujours vécu dans une famille, le vivre ensemble, c'est important. Et ma musique, c'est vraiment un vivre ensemble. Quand tu me vois sur scène, tout le monde se retrouve. Ce genre de faire des mix-là, je pense que ça va juste comme... si on n'arrive pas à changer ça, et puis les gens ils commencent à se séparer comme ça, faire les événements ici, il n'y a rien qui va changer. Les gens ils vont juste abandonner, et puis c'est fini, là, les événements ici autochtones, événements ici africains, événements... Ça va jamais changer. Je pense que on devait juste être conscient de... La couleur des peaux, ça n'existait pas, donc... On est là, je vais pas dire à quelqu'un que, oh, moi, je me suis déjà fait dire, genre, j'ai un ami à moi noir, mais la personne, il répète, j'ai un ami à moi noir. Je dis, moi, je dirais pas ça. Je dis, mais pourquoi tu répètes le mot, j'ai un ami à moi noir? Moi, je vais pas dire, j'ai un ami à moi blanc. Ça sert à rien. Donc, moi, je pense que ça va juste faire comme séparer des camps, et puis, s'il y a rien qui change, et les gens vont juste, ah, ils ont fait leur événement finalement, bon, on laisse faire, ça va continuer comme ça. Et la séparation va vraiment envahir le Canada. Moi, je pense que le vivre ensemble, c'est important de faire des événements tous ensemble. Il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de culture. On est là. Et puis, moi, je trouve que les diffuseurs devaient oser les artistes, artistes autochtones. Ils vendent des billets. Et puis, il y a des vidéos promotionnelles. Quand je regarde ma collègue... Soleil qui est là, il a un beau concept, il y a des vidéos incroyables. Juste les publics, ils veulent juste voir la vidéo promotionnelle de 15 secondes, 1 minute. Dès qu'ils voient ça, ils disent, oh, c'est important, je vais acheter mon billet et puis je vais aller voir c'est quelle culture ça. Je pense que les diffuseurs devaient oser comme même chose que moi aussi. En dehors, je vends les billets, mais ici, les diffuseurs ne veulent pas oser. Mais partager des contenus incroyables avec des visuels ou des publics en train de crier à la folie. Je vends des t-shirts, je vends des billets d'avion dernièrement comme à Ottawa, au Centre national d'Ottawa. Des gens qui étaient là, ils ont tellement trippé. Ils vont venir dans mon lancement le 12 avril à Montréal. Donc, je pense que séparer des camps, ça va juste créer qu'on va plus se diviser encore. Moi pour moi, en fait. Ouais. Mais je l'ai ajouté, t'sais, moi puis Kizaba, on est Révélation Radio-Canada, là, mais c'est juste que avec ça, ce qui était le fun, c'est qu'on a eu la chance de faire un spectacle avec plein d'artistes, en fait, qui n'étaient pas nécessairement basés sur juste être autochtone ou aux musique électronique ou aux musique... peu importe. C'est qu'on était tous ensemble dans un événement. Il y a des artistes... puis des artistes québécois de toutes de toutes sortes de nations, puis de toutes sortes de styles de musique. Puis ça fait du bien d'avoir ces événements-là aussi, de créer ces événements-là mix, parce que sinon, on se croise pratiquement jamais, là, tu sais. Jamais, c'est ça. Grâce à Radio-Canada, on s'est retrouvés. C'est ça. On se croise pratiquement jamais. Il y a des organismes qui travaillent, qui font ces mix-là, puis, mais il faudrait pas que ce soit juste ça non plus. Puis pas juste des personnes racisées ensemble. C'est le fun d'ouvrir à plus, tu sais. Fait que, moi, c'est ça, je vais juste mentionner, c'est le fun d'avoir ces espaces-là aussi. Comme moi, j'ajouterais, comme à l'époque, quand je suis arrivé, j'ai fait une tournée, on a fait du Offenbach, on a fait du Jerry Boulet dans les salles pendant le Rosec. On a fait une tournée pendant le Rosec, les salles étaient remplies. J'étais avec Mario Saint-Amand qui a fait le film Jerry et puis ça a donné un succès. J'étais comme son directeur musical, j'ai trouvé des musiciens de partout. J'avais un ami à moi, un meilleur pote à moi, bassiste québécois. J'avais un pianiste qui venait de l'Argentine. Donc ces mix-là sur la scène, là, les gens ont trouvé ça tellement beau. Et moi, j'étais le seul black dans le projet. On a fait le tournée du Rosec et puis c'était une tournée d'un grand succès. Moi, je pense que le Canada devait être comme ça parce que c'est comme ça. On les trouve dans le fédéral, même, tu vois, dans les subventions. Conseil des arts du Canada, c'est un des, quand on parle de quotas, je reviens à ça, c'est
des subventions qui financent vraiment beaucoup, qui aident beaucoup la communauté de partout dans le monde. Mais quand tu vas dans d'autres subventions, tu as plus des blocs. Et on n'arrive pas à comprendre si c'est dans les niveaux de jury. Et ces jurys-là, est-ce qu'ils ont l'expérience aussi au niveau musique? Est-ce que c'est juste des gestionnaires qui prennent la place pour traiter des dossiers? Ça, c'est des choses qu'on comprend pas. Moi, je pense que c'est important de vivre ensemble. Ouais. Faut que ça se passe à la base des programmations, des événements. Il faut que la réflexion soit là dès le départ, dès la source des événements, ce que vous dites en gros, pour qu'il y ait une réelle représentation et qu'on arrête un peu de mettre des barrières. Donc, il y a un peu des deux ici. Oui, les événements pour essayer de justement mettre en valeur parce qu'on est dans un milieu où on n'a pas pu faire ça depuis des années. Puis en même temps, toujours penser qu'à la base, on veut qu'il y ait une diversité dès le départ, puis pas nécessairement une étiquette. Si je comprends bien qu'Isabelle, toi, tu veux te faire représenter comme un artiste de musique électronique, puis c'est important, puis c'est un peu... faut travailler sur les deux fronts, en gros, là, c'est ce que vous résumez. Mais je pense que c'est un peu comme ce qui se passe avec les catégories, tu sais, à la disque, par exemple, catégorie artiste autochtone de l'année, puis là... On essaye d'inclure les langues autochtones dans les catégories francophones aussi, tu vois. Mais c'est ça, il y avait besoin de faire d'abord cette catégorie-là pour mettre en lumière les talents des artistes autochtones. Puis le next step, c'est d'inclure les artistes autochtones dans les catégories francophones aussi. Mais je pense que c'est le même raisonnement, c'est-à-dire que ces événements-là, il faut qu'ils existent pour que le public puisse découvrir, en fait, ces artistes-là. Parce que sinon, ils les verraient pas, en fait, ils les connaissent juste pas. Mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment de continuer ce travail-là et que les diffuseurs le continuent à leur charge, c'est-à-dire comme pas se dire ah ben moi c'est bon, j'ai fait un événement musique métissée ou j'ai fait un événement musique autochtone cette année, j'ai pas besoin de programmer d'autres artistes issus des communautés racisées. Je pense que c'est ça le truc, c'est vraiment moi je pense que c'est important, que ça existe, mais faut pas que ce soit un petit peu la carte feu vert pour avoir fait sa petite bonne action de l'année, puis maintenant on est good, quoi. Faut vraiment que ce soit quelque chose qui se fait genre à l'année longue et que les diffuseurs prennent aussi le temps justement et puis l'action de faire la programmation d'artistes racisés, d'artistes autochtones, pas seulement quand ils font des événements spéciaux. Et là, j'ai envie de tourner le micro vers le public pour voir s'il n'y a pas des sujets qu'on n'a pas abordés, des questions qui vous brûlent les lèvres. Donc, en résumé, on vous a donné des mots thèmes clés, on vous a donné des exemples concrets, on a essayé de vous donner des outils qui peuvent aider à éviter de rentrer dans des patterns de racisme ordinaire. Est-ce qu'il y a des questions que vous auriez, des choses qu'on n'a pas couvertes? C'est que je pense que moi, je suis aussi une personne racisée, puis je travaille dans les médias, donc, tu sais, je vois beaucoup de trucs. Puis je pense que, dans mes recherches sur les artistes, tu sais, je pense que chaque artiste et chaque personne racisée a une façon différente de vivre son rapport à tout ça, tu sais. Il y a un micro qui t'est tendu. Merci. Juste devant nous, on a des gens qui ne conceptualisent pas et qui n'ont pas le même rapport par rapport à ce que les gens vont leur demander. Donc, je pense qu'il faut être conscient de ça aussi. Puis donc, je pense que c'est un travail aussi humain, tu sais, de ressentir ce que la personne devant toi est prête à offrir et à ouvrir, tu sais. Fait que voilà. Fait que ça, c'est un petit commentaire. Merci. Oui, c'est vrai. Ben, c'est un bon point. En fait, c'est pas parce que je suis autochtone que je porte la voix de tous les autochtones. Hein. On s'entend que d'autres personnes autochtones auraient d'autres visions sur tous les sujets dont on a abordé. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? C'est gênant. Poser des questions sur le racisme ordinaire. Oui? Est-ce qu'on doit apporter un micro? Excusez, la marque. Ça s'en vient, ça s'en vient. Excusez-moi, je suis pas si loin. Hein? Non, moi, je pense que c'est intéressant d'avoir la diversité, justement, des gens, parce que, comme je disais dans l'autre panel précédent, tu sais, la position, moi, dans laquelle je suis, c'est à peu près le même genre de choses. Hein. On est les gens qui ont peur de l'inconnu, là, ils se tassent, hein. Ils sont portés à
à pas approcher la personne, puis plutôt la laisser de côté. Puis c'est le cas qui arrive à mon travail des fois. Donc, c'est... Honnêtement, la seule chose que je peux dire, c'est pour Musique Nomade puis les autres, là, s'il y a des choses à pousser, ben venez me voir. On va faire le nécessaire pour pousser au maximum vos productions. Là. Moi, je suis intéressé à tout. Là. Merci. Pas de problème. Si. Oui. Je voulais juste rebondir par rapport à la curiosité. Je pense qu'il y a la curiosité et l'indiscrétion. Attends, on va t'apporter un micro pour que tout le monde t'entende. Je disais juste que je pense qu'il y a la curiosité et il y a l'indiscrétion. Et moi, mon expérience, c'est quand on me demande d'où je viens, c'est pas nécessairement en fait pour apporter une valeur ajoutée en fait, les gens ils s'en foutent d'où je viens. Comment je le ressens, c'est plus de me rappeler ma place de personne racisée. Et je pense que avant que les gens posent des questions comme ça, en fait, c'est de se demander quelle est l'intention de ma question. Qu'est-ce que je veux vraiment savoir, en fait. Voilà, c'est pas une stratégie ou mais c'est pas une question qui est nécessaire et c'est vrai qu'elle revient souvent. Et moi, c'est plus d'amener les gens à une réflexion personnelle de pourquoi je pose cette question-là, en fait. Un très bon truc à ajouter, merci. Est-ce que je t'entends faire oui, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je suis extrêmement d'accord, puis c'est ce que je pense aussi, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des questions qui sont plus d'ordre d'indiscrétion, puis c'est des questions que la personne va vous répondre elle-même quand elle sera à l'aise de partager avec vous ces choses, en fait. C'est comme, genre, moi, quand je rencontre quelqu'un, je lui pose pas des questions indiscrètes juste parce que j'ai envie de savoir. Je vais attendre que la personne soit à l'aise pour parler de ça avec moi. Puis c'est vrai que si ça n'amène rien à la conversation, ça va pas changer ma vie de savoir d'où vient la personne. Et puis c'est vrai ce que tu dis, je pense que parfois c'est simplement les personnes qui posent ce genre de questions, parfois, je dis pas tout le temps, mais parfois c'est vraiment ce que tu dis pour te rappeler que t'es une personne racisée. Mais on le sait, on le vit au quotidien. Donc c'est ça, je pense que c'est vraiment un bon outil. Des fois, si vous voulez savoir d'où vient la personne, juste parler avec la personne. La personne, au bout peut-être de 30 minutes de conversation, quand elle va se sentir à l'aise avec vous, elle va vous dire d'où est-ce qu'elle vient, si elle en a envie. Puis si ça amène quelque chose à la conversation aussi. Des fois, c'est pas utile. On n'a pas... Oui, puis je tiens à préciser, je tiens à dire quand même, parce que c'est pas le même rapport, une personne racisée, personne autochtone, le rapport à d'où on vient. Je le vis pas de la même manière que Cora va le vivre ou que vous pouvez le vivre. C'est parce qu'on est sur notre territoire. Je pense qu'il y a une différence là-dedans. Donc, de dire haut et fort, je viens de Mashteuiat, je suis fière de où je viens et il est là. T'sais, elle est là, ma culture, elle habite, voyons, je sais pas, je déparle, mais tu sais, elle est vivante, elle est encore là, elle est au Québec, tu sais, elle est là, tu sais, elle est pas. Je pense que c'est différent. Je sais pas si je le dis bien, là, mais c'est différent mon rapport à me faire demander d'où je viens ou de quelle communauté que pour toi, tu sais, parce que, ouais, je pense que c'est différent. C'est différent. En tout cas, moi, je le reçois différemment quand on me demande c'est quoi ma communauté ou parce que je trouve important qu'on met pas tous les Autochtones ici au Québec toutes dans le même panier. Donc, c'est important de dire je suis Innu. Un autre artiste est Wendat, d'être capable de reconnaître ces différentes nations au sein de notre pays, au sein de du Québec, de les connaître, ces nations-là, puis d'être conscient qu'ils sont là. Donc, pour moi, cette question-là résonne pas nécessairement de la même manière que pour vous. T'sais. Pour toi, c'est important de poser la question, en fait, que les gens posent la question de quelle communauté, de quelle nation tu viens. Ben, je pense que pour un diffuseur qui va parler de mon projet, oui.
Dans le sens où je veux pas juste être représentée en tant qu'autochtone, mais je suis une artiste Innu, Piekawagami Innu spécifiquement, donc Innu du Piekawagami, qui est différent de Innu de Natashquan. Tu sais, même si on est Innu les deux, puis qu'on a beaucoup de rapports, ça reste que d'être Piekawagami Innu, c'est ça qui me définit spécifiquement. Fait que c'est important pour un diffuseur d'être capable de nommer ça, puis de pouvoir le mettre de l'avant, que pas juste dire cet artiste-là est autochtone, parce que c'est ça. Il faut connaître les nations d'ici. Très bon point. Merci. Oui. Ouais, j'ai une intervention à faire qui va en fait un peu dans le sens de ce que tu dis. En fait, c'est une réflexion, un début de réflexion. Puis souvent, mes débuts de réflexion, ça peut paraître controversé, puis un peu par rapport. Mais tu sais, je pense au fait des musiciens classiques, quand ils se font recruter, ils font des auditions derrière un rideau noir. Enfin, le jury peut pas savoir qui est la personne. On va juste choisir la personne par rapport au son. Fait que là, tu prends un musicien classique, ce qu'il fait, c'est qu'il interprète. Interpréter, c'est pas forcément donner son avis. Mais nous, quand on fait de la musique puis qu'on a des propos, à partir du moment où tu as un propos, bah, le choix de la personne, admettons que moi je suis pas d'accord avec certaines réflexions, mais je vais pas faire en sorte de mettre de l'avant des personnes qui ont cette réflexion là. Genre, admettons, je suis pas d'accord avec tout simplement genre l'extrême droite. Genre, je vais pas publier des trucs de l'extrême droite sur mes réseaux sociaux. Enfin, on dirait que des fois, je me pose la question, admettons, pourquoi est-ce que le rap féminin est pas nécessairement mis de l'avant? Ben, peut-être parce qu'on veut pas entendre qu'est-ce qu'une femme a à dire parce que ça va déranger. Enfin, au final, tu sais, admettons, ça m'arrivait d'être sur des jurys pour des bourses, pour des choses comme ça, puis je vais souvent commencer par écouter la musique avant de lire ce que la personne, tu sais, mettons sa biographie, d'où elle vient, pourquoi, du comment, etc. C'est quoi ses idéologies. Quand on pense à la musique électronique, où il n'y a pas de parole, où il n'y a pas forcément de propos, bah, le choix peut se porter tout simplement sur ce que tu entends. Enfin, c'est ça, des fois j'ai cette réflexion de me dire, on fait de la musique, mais on est aussi des personnes qui veulent mettre de l'avant des réflexions, puis c'est peut-être aussi ces réflexions-là qu'on veut bloquer en faisant des choix. Enfin, je veux dire, quand je parle de ça, je parle des médias, puis des diffuseurs qui vont mettre de l'avant des personnes qui vont peut-être aller de l'avant, qui vont peut-être refléter le propos que eux... Enfin, tu vois, c'est des choix politiques au final. Enfin, que c'est le début de quelque chose. Ouais. Tu sais, des fois, je me dis, mettons des candidatures, si on envoyait juste notre musique, c'est quoi qui se passerait, genre? Très bonne question. Il y a quelqu'un qui veut rebondir? Je comprends complètement tes réflexions. Nous, on y pense aussi beaucoup. Donc, moi, j'ai un festival à Bruxelles. Et en fait, on remarque que, tu vois, comme souvent, enfin, je vais prendre l'exemple des femmes, en l'occurrence, dans ce cas-ci, mais souvent, comme elles n'ont pas l'occasion d'être sur scène, il y avait moins de modèles. En fait, si tu fais comme ça un peu à l'aveugle, ben, elles ont eu moins la chance d'expérimenter et de tester des choses. Et donc, ça prend peut-être encore, pour l'instant, des fois, ça veut pas dire qu'il y a pas de projet de qualité, c'est pas du tout ça, mais en tout cas, tous les projets n'ont pas eu la même chance de se développer que les projets masculins. Et donc, je pense que ça demande d'abord quand même de faire un peu comme les quotas, ou comme tu disais, des soirées autochtones, ou comme on a mis des soirées avec l'étiquette, il y a des femmes sur le plateau, pour après, enlever ça de la communication. Et des fois, il y a des plateaux où il y a que des femmes, mais on leur a juste pas dit, et puis c'est comme ça. Mais petit à petit, mais il faut d'abord une vraie volonté de départ et une espèce de quota qu'on peut s'auto-imposer ou imposer. Hein. Tu dis seulement 5%, mais en vrai, libre à tout le monde d'en mettre plus. Voilà, des fois, nous, on a plus de femmes, on a toujours une programmation paritaire, mais je pense que ça demande d'abord quand même de montrer des femmes ou des personnes racisées sur des plateaux pour avoir des modèles, pour que ça devienne banal et que tu puisses peut-être le faire à l'aveugle en bout de course. Mais je suis pas sûre que ça marche tout de suite de le faire en aveugle, parce que comme t'as pas la même expérience, c'est comme les directrices de festivals, hein, il y en a très peu, mais c'est parce que si tu donnes pas la chance aux femmes, elles peuvent pas se faire l'expérience, donc elles ne peuvent jamais devenir directrices ou programmatrices. En fait, c'est un cercle vicieux de merde. Donc en fait, je pense qu'il faut d'abord en mettre,
pour que ça devienne normal, pour qu'après ça soit banal. Et quand on aura autant de directrices que de directeurs, il y en aura des nazes, il y en aura des biens, comme les mecs, quoi. Voilà. Il y en a vraiment des biens, il y en a vraiment des nazes. Merci. Soleil? Ouais, je trouve que ça va un petit peu dans cette lignée-là. Je pense que c'est important. J'enseigne à l'École nationale de théâtre, puis j'étais sur le comité de sélection il y a quelques années, avant d'avoir ma unité, il y a quelques années pour sélectionner les jeunes qui allaient rentrer à l'École nationale de théâtre. Puis, c'est important d'avoir une représentation autochtone, des représentations racisées de toutes sortes sur les comités qui vont sélectionner. Parce que même si, peu importe qui était devant, j'ai une sensibilité différente, en fait, artistique, que quelqu'un que d'autres cultures, en fait. J'aurais une autre sensibilité artistique que Kizaba, c'est sûr, tu sais, que Cora, que Joël. Donc, c'est important d'avoir la diversité dans les comités de sélection aussi pour que, justement, si, mettons, on a les yeux fermés, on a une sensibilité aussi différente à différents projets qui peuvent se présenter puis qui nous parlent. C'est ça. Je pense que la diversité est pas juste devant, c'est aussi derrière, dans les équipes qui sont dans les théâtres, qui comprennent ce qu'on fait, qui comprennent la démarche aussi, puis les comités de sélection aussi. Qu'on peut suggérer aux diffuseurs, programmateurs de s'imposer eux-mêmes des quotas dans leur comité artistique. Puis ça, c'est toujours la base. Puis, oui. Oui, puis moi aussi, je le fais. C'est que moi, là, j'ai une compagnie de théâtre qui s'appelle Production Awen. Dans ma compagnie, à chaque fois que j'engage des gens, je me pose la question de qui j'engage. Je fais ce travail-là. Toujours. Je me pose toujours la question. Tout le monde doit se la poser. Tu sais, c'est pas juste les diffuseurs blancs, c'est pas juste les personnes blanches qui doivent se la poser. Je me la pose toujours. C'est qui que j'ai sur mon équipe? C'est quoi ma représentation de le final de quoi ça va avoir l'air, c'est qui a un mot à dire sur ce que je vais faire. T'sais. Je trouve ça important d'avoir de la diversité dans mon équipe puis d'avoir différents points de vue. Ça enrichit énormément mes projets. Si j'avais pas ça, c'est juste mon point de vue, c'est moins intéressant. T'sais. J'ai des points de vue d'un peu partout, ça va donner quelque chose de beaucoup plus intéressant puis représentation. Fait que le travail, c'est pas juste je dis vous, là, mais je fais juste, tu sais. C'est pas juste un travail de blanc. C'est ça. Non, c'est ça. Moi aussi, il faut que je le fasse, tu sais. Puis j'ai l'impression, des fois, ce qui est difficile, c'est que moi, je dois le faire beaucoup plus encore parce que les gens s'attendent à ce que je fasse un travail. Donc, je le fais parce que j'ai envie, mais il faut être conscient de ça, c'est que c'est pas juste un travail de blanc, non, c'est un travail de tout le monde. Il faudrait que tout le monde ait envie. Puis si tu as des équipes, justement, vous êtes habitués de travailler d'une certaine façon, une équipe de blancs ou d'un certain âge et tout, ben vous y arriverez peut-être pas justement à franchir ce pas-là qu'on essaie de faire tout le monde ensemble. Puis je suis convaincue que si vous avez Kizaba sur votre comité, il va vous en trouver des artistes congolais pour faire votre programmation, etc. Parce que souvent, c'est ce qu'on entend aussi. Ben on sait pas, il y en a pas, on sait pas où les trouver, on sait pas sont où. Et là, on essaie de créer des listes, des systèmes et tout, mais c'est pas nécessairement par là que ça passe. Ça passe par l'humain qui est là, qui est sur ton comité. Il va t'en trouver du monde, il va t'en trouver des idées. Faut qu'il y ait une variété d'idées. Très bon point. Merci. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Est-ce qu'on a d'autres questions dans le public? Moi, je voudrais apporter un point. Too late. Oui. C'est moins une question qu'une réflexion. Je pensais tantôt à ce que tu as dit sur d'où est-ce que tu viens. Parce que moi aussi, je me suis posé la question 1000 fois. Mais juste pour hausser le niveau de complexité pour tout le monde qui n'est pas racisé dans la place, en plus d'où est-ce que tu viens, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler comme un faux colorblindness. Comme, non, moi, je vois pas la couleur. Le nombre de fois que je me suis fait dire ça, c'est comme, non, mais tu sais, Olivier, je vois pas la couleur. C'est vrai, tu sais, moi, je suis turbo-keb, je suis né à Québec, j'ai un accent québécois, mais tu vois pas la couleur. Mais je fais, un instant, si tu me cherches dans une foule, là, qu'est-ce que tu vas dire? Ben, le mec avec une écharpe, c'est ça. Le dude avec... Non, le gars noir avec des dreads, ou tu sais, noir comme noirish ou à moitié, whatever. Mais anyway, c'est déjà là. Puis, il y a quelque chose de bizarre de ne pas dire ça, tu sais. Parce que aussi,
ça peut fermer la porte à d'autres affaires intéressantes. Des exemples, genre, ouais, non, mais toi, Olivier, t'es pas vraiment noir. Je fais comme un instant, wow, come on. Et je peux avoir un avis sur certaines choses qui peut être intéressant. Parce que des fois, oui, c'est vrai, Soleil, je suis d'accord avec toi, ça peut être désagréable de se faire tout le temps dire, ah, tu veux pas représenter les Autochtones ou quoi que ce soit, puis je veux pas représenter les Noirs non plus. Mais il peut arriver que je peux avoir un avis sur des choses comme celle-là. Puis, oui, mais moi, je vois pas la couleur, ben ça vient enlever la possibilité d'avoir une discussion. Puis des fois, fait qu'il faut trouver... Oui. ça, je comprends. Ça, lui, il a le droit. Ça, c'est vrai. La joke, avez-vous déjà vu la maison de Stevie Wonder? C'est pas grave, lui non plus. T'sais, bon, ça, c'est connu. Mais il vient de casser tout. Mais anyway, je voulais juste envoyer cette réflexion-là. Ça hausse peut-être un peu le niveau de complexité. Puis il faut pas non plus marcher sur des œufs tout le temps, mais c'est juste dire, ça aussi, ça existe. Voilà, c'est tout. Merci. Ouais. Je vais juste rajouter à ce que tu dis. Je trouve que c'est hyper intéressant de parler de ça parce que il y a beaucoup de personnes blanches qui vont justement te dire « Ah ouais, mais moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Moi, j'aime tout le monde. Moi, je vois pas les couleurs, tout ça. » Mais en fait, si t'es dans cette position de pas voir les couleurs, c'est parce que t'as le privilège de ne pas t'en soucier. Donc, c'est ça aussi qui est important. Puis pareil, je trouve que le terme privilégié, moi, quand j'en parle, je me suis disputée avec un ami à moi il y a 2 jours par rapport au privilège blanc. Juste avant le panel sur le racisme ordinaire, j'étais comme, on est chaud aujourd'hui. Mais c'est ça, genre, être privilégié, ça n'a rien à voir avec la vie que t'as en tant que personne. On parle de privilèges d'ordre social. Donc, c'est ce que me disait mon ami, il disait, ouais, mais tu connais pas ma vie, moi j'ai galéré dans ma vie. J'étais, mais on s'en fout de ça, ça n'a aucun rapport. Donc, si le privilège, c'est juste, genre, ne pas subir les oppressions systémiques, par exemple. Moi, je suis une personne racisée, mais je suis claire de peau. Donc, j'ai le privilège d'être light skin par rapport à une femme noire à la peau foncée, par exemple. C'est mon privilège, ok? Mais ça enlève pas toutes les autres choses de ma vie en tant que personne. Par contre, en tant que personne privilégiée, je trouve que c'est important, justement, de faire le step en plus que je peux faire parce que je suis acceptée dans des espaces où les femmes noires à la peau foncée vont être moins bien acceptées que moi, par exemple. Donc, c'est ça, genre, en tant que personne privilégiée, et encore une fois, je vais répéter ce terme plein de fois parce que ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas une insulte, c'est un fait. Je pense que c'est important de s'intéresser à ces sujets-là et de dire, comme tu dis, moi, je vois pas les couleurs, ben, c'est remettre dans la face des personnes racisées, ouais, mais moi, je m'en fous, je suis blanc. Tu vois? Donc, c'est juste, je pense qu'encore une fois, le travail se fait des 2 côtés, et on doit tous s'intéresser à ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui existe, c'est un sujet qui impacte la vie des gens, c'est un sujet qui amène beaucoup de traumatisme dans la vie des gens. Et donc, en tant que personne blanche, en tant que personne qui ne subit pas cette oppression systémique-là, en tout cas, c'est important de s'y intéresser. C'est important de savoir comment ça impacte les gens et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que personne blanche pour justement être un bon allié. Voilà. Merci, Cora. J'ai l'impression que c'est un super mot de la fin, puis qu'on pourrait s'arrêter là. Est-ce qu'on est, je sais pas, il est quelle heure? Est-ce qu'on est dans... On a encore du temps pour des questions ou on... Je sais pas de... Oh, non. Il nous reste 15 minutes si vous voulez jaser encore. Il y a quelqu'un qui a une question? Non, il n'y a pas de question là-bas. Pardon? On peut jaser de façon informelle entre nous pour les 15 minutes qui restent. J'espère que ça a été pertinent, intéressant. Merci d'avoir été là. Je devais dire au début du panel that there is a live English translation, but I forgot to say it. So for next panels, if there's Anglophone people, you can get the QR code there and you're going to have the translation. Sorry. Désolé, Yann. Et il y a aussi les petites feuilles si vous voulez avoir des ressources et des idées de lecture et de podcasts, etc. Vous pouvez partir avec une feuille ici. Merci beaucoup. Bon fuck off.